Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles on a des domestiques quand on est très riche. D'ailleurs, ils assortaient les costumes des domestiques aux robes que leurs chevaux portaient. Un prénom de domestique. Et ça contribue justement à faire des domestiques des non-humains. Il y a une fonction, quand on est domestique, qui s'appelle être meuble. C'est une réalité, hein. L'épuisement au travail des domestiques, c'est une réalité. Quand on est noir ou blanc, on n'a pas les mêmes chances d'accéder au même type d'emploi en France. Ça, c'est une donnée qui est... Donc là, on est dans des milieux quand même où les femmes sont sujettes à tout un tas d'oppressions sexuées. Et il y avait un de ces majordomes qui était parti en pleine nuit avec l'une de ses Lamborghini parce que c'était le seul à avoir la clé du garage. Sociologue et chercheuse au CNRS, Alizée Delpierre lance ses recherches vers le monde des ultra-riches et de leurs domestiques. Après plusieurs années sur le terrain comme domestique chez des millionnaires français et après plusieurs centaines d'heures d'entretien et d'investigation auprès des grandes fortunes et de leurs domestiques, elle publie en 2022 son premier ouvrage de sociologie, Servir les riches, suivi d'un second intitulé Les domesticités. Désormais experte dans ce domaine, elle est venue nous raconter son histoire et ses découvertes sur la face cachée des hôtels particuliers et des villas de luxe. Alors bonjour, donc je suis Alizée Delpierre, je suis sociologue chargée de recherche au CNRS et donc j'ai 32 ans. Ouais. Alors j'ai travaillé sur plusieurs choses pendant de mes études jusqu'à le sujet de la domesticité. Mais alors pourquoi j'en suis venue à étudier ça? Alors il y a à la fois des raisons intellectuelles et personnelles. Je pense que c'est toujours ce qui nous attire aussi dans un objet. Personnel déjà parce que j'avais moi-même gardé des enfants dans les beaux quartiers quand j'étais étudiante à l'école normale supérieure et j'avais découvert le monde de la richesse, on va dire. Et j'avais découvert à l'époque que certaines personnes avaient du personnel de maison à temps plein. Chose que pour moi me paraissait complètement... j'avais jamais entendu dire qu'on pouvait être servi en France par une bonne, quoi. Alors j'ai su après que dans plein de pays du monde, c'était le cas, en fait. La domesticité en France à temps plein est quelque chose de particulièrement élitiste. Mais par contre, dans plein de pays du monde où la main-d'œuvre domestique est pas chère, en fait, il y a plein de classes sociales qui peuvent se payer les services d'une bonne. Un peu comme c'était le cas en France au XVIIIe ou XIXe siècle. En fait, il fallait vraiment être le plus pauvre des pauvres pour pas avoir les moyens de se payer les services d'une bonne, en fait. Parce que, on payait à peine les bonnes, on leur donnait des gages, on appelait ça des gages, c'est un peu de l'argent de poche, etc. Bref. Mais du coup, dans notre imaginaire, la société a évolué et la domesticité à temps plein, en fait, a largement décru en France tout au long du XXe siècle. Et du coup, aujourd'hui, ça nous paraît un peu étrange, en fait, d'avoir des domestiques à temps plein. Et donc, moi, j'avais envie d'ouvrir une enquête qui puisse à la fois prendre en compte le regard des dominants et les regards des dominés. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire, du coup, en travaillant sur la domesticité. Et puis aussi, encore autre chose au plan intellectuel, ce qui m'intéressait dans ce thème-là, c'était d'étudier donc, le rapport de domesticité comme un rapport de travail, parce que c'est un rapport de travail avant tout. Et du coup, la question que je me posais, c'était comment est-ce qu'un rapport de travail, de type donc salarial, qui engendre des rémunérations, peut se nouer dans un lieu qui n'est pas fait ou pas conçu, ni dans les représentations, ni dans le droit d'ailleurs, comme un lieu de travail comme un autre, c'est-à-dire le domicile. Comment tu noues une relation salariale au domicile de ton patron, quoi. Le domicile qui est normalement le lieu de l'intime, du don, de la famille, du secret, etc. C'était assez intriguant, d'autant plus quand on connaît les travaux de sociologie urbaine qui nous expliquent que les riches font tout pour vivre à l'écart des pauvres. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des quartiers entre eux, voilà. Mais des barrières, des vrais, il y en a notamment une très connue dans le 16e arrondissement de Paris. Une véritable forteresse où les riches se barricadent à l'intérieur. Ça s'appelle la Villa Montmorency. Les propriétaires s'appellent Vincent Bolloré, Mylène Farmer ou encore Carla Bruni-Sarkozy. Les riches aiment vivre entre eux. Les riches ne sont jamais riches tout seuls. On est là devant la matérialisation
de ça, c'est-à-dire que là, ils se connaissent tous, ils forment des réseaux, ils sont solidaires, ils se retrouvent au cercle, ils se retrouvent à l'école, la même école pour les enfants, enfin, etc. Puis ils s'épousent entre eux. Les riches n'aiment pas se mélanger. D'ailleurs, la mairie de Paris voulait faire construire des logements sociaux juste derrière. Les riverains ont réussi à faire stopper le projet. Ils mettent leurs enfants dans des écoles privées, etc., pour que les enfants n'aillent pas dans les écoles des autres enfants, justement. Donc, la ségrégation par la richesse se crée dès l'école aussi des enfants. Ils évoluent dans des associations, ce qu'on appelle des cercles mondains, cette espèce de grande d'associations où ne peuvent être membres que les gens bien nés, quoi, selon certains critères, soit de richesse, soit de descendance, aristocrate, etc. Et donc, en fait, l'intrigue aussi, c'était comment ces gens-là peuvent vivre dans leur intimité avec des gens, finalement, avec l'altérité, avec ce qui représente l'altérité qu'ils mettent toujours à distance, en fait. Autrement dit, le seul lieu où ils fréquentent des gens qui n'ont pas leur couleur de peau, d'origine étrangère, de classe populaire, c'est chez eux. Donc ça semble un petit peu étrange, en fait. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors même qu'ils ne veulent pas les croiser dans la rue, ils ne veulent pas les croiser dans leurs écoles, ils ne veulent pas les croiser en vacances, mais par contre, ils les ont chez eux. Bon. Quand on étudie un milieu quand même assez fermé d'entre-soi, à la fois, c'est difficile d'y rentrer, parce qu'il faut ouvrir la petite porte, et à la fois, une fois qu'on y est, et qu'on a réussi à peu près à se faire accepter, c'est finalement assez facile de circuler dedans parce que tout le monde se connaît, c'est pas si grand que ça, et on peut très vite être recommandé. Voilà, quand j'ai commencé à faire les premiers entretiens, ensuite je demandais est-ce qu'il y aurait vos voisins qui seraient, vous pensez, est-ce que vous pouvez parler de moi, est-ce que je peux les rencontrer? Et en fait, ça s'est fait comme ça, par effet boule de neige. Et alors, mais avant, il faut pousser la petite porte. Et alors ça, il y a plusieurs manière de le faire. Moi, la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai pris plusieurs contacts. L'un de mes contacts était, je le dis dans le livre, l'ancienne directrice du Bottin Mondain, qui est un peu l'équivalent des pages jaunes pour les gens bien nés. Et en fait, c'était cette femme qui avait déjà aidé les Pinson-Charlot à entrer sur certains de leurs terrains. Et donc, en fait, Monique Pinson-Charlot m'avait conseillé de la contacter pour lui parler de mon projet de recherche, etc. Et donc, cette dame m'a très bien reçue, et m'a donné quelques premiers contacts de gens qui appartenaient à un cercle mondain très, très, très élitiste, d'aristocrates. Et donc, en fait, j'ai commencé par contacter une ou deux personnes, à avoir des entretiens avec eux. Et ces gens m'ont fait voir ensuite d'autres gens, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc, voilà, j'y suis rentrée. Donc, ça, c'était une première porte. Ensuite, pendant mes études, je suis allée dans des grandes écoles. Et on sait que les enfants qui sont dans des grandes écoles, pour beaucoup d'entre eux, sont issus d'une certaine bourgeoisie, alors soit culturelle, soit économique, soit les deux. Et donc, en fait, je m'étais rendu compte que j'avais des amis d'amis qui avaient des domestiques. Ou qui connaissaient quelqu'un parce qu'ils allaient à des rallyes, c'est des soirées mondaines pour les jeunes, etc., ou avaient été quand ils étaient plus jeunes, où ils rencontraient des ducs, des comtes, ou des gens très riches. Je suis votre invité. Merci. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Bon appétit. Et regardez, je suis assise près d'un jeune homme d'une beauté extraordinaire qui m'est offert avec le repas. Peut-être que je vais terminer la soirée avec lui. Qu'est-ce que vous en diriez? Battez la grenadière. Le dessert fait une entrée pas franchement discrète. Tout le monde ne pense déjà plus qu'à la première valse qui devrait suivre le champagne. Si. C'est sa voisine que Michel Soyer a entraînée dans cette première danse. Et donc, j'ai pris un ou deux contacts comme ça, de anciens, c'était pas vraiment des amis, mais des connaissances, dont je savais qu'ils évoluaient dans un milieu quand même très riche, potentiellement avec des domestiques. Donc, ça m'a ouvert aussi d'autres portes. Ensuite, j'ai moi-même été nounou, en fait, dans des
dans 2 familles pour mon terrain de recherche. Et donc, alors jamais à couvert, c'est-à-dire jamais, voilà, on ne fait pas du cache investigation en sociologie. Alors parfois, on n'a pas le choix que de ne pas vraiment dévoiler son identité parce que je pense qu'il y a des terrains qui sont affaisables si on se présente comme sociologue, etc. Mais là, en l'occurrence, je voulais essayer de candidater à un emploi de nounou à temps partiel, hein, dans une équipe, une équipe de domestiques, c'est-à-dire que j'avais vraiment essayé de trouver des familles où il y avait d'autres domestiques qui travaillaient parce que l'objectif, c'était pas de m'enquêter moi-même, c'était d'enquêter sur les relations professionnelles qui se tissaient entre les domestiques. J'ai été enquêter dans des... ça figure pas dans le livre, mais c'est une grosse partie de mon terrain de recherche, dans des butler academies. En fait, c'est un peu l'équivalent d'école hôtelière, mais pour devenir butler, ça veut dire majordome chez les très riches. C'est un peu des écoles hôtelières, mais qui vous apprennent à être majordome chez les gens, et non pas dans un hôtel. Alors la domesticité, et c'est un des gros résultats de cette recherche, et n'est pas qu'un artifice. C'est important parce que je pense que pour plein de gens, on se dit, les domestiques, c'est un truc, voilà, c'est un artifice, ça existe que pour les très riches, c'est un luxe, c'est un caprice. Même moi, quand j'ai commencé cette recherche dans mon laboratoire, j'avais des collègues qui faisaient un peu des blagues, qui disaient, la domesticité, c'est marrant comme objet. En fait, c'est tout sauf marrant, parce qu'en fait, la domesticité dans ces milieux-là est indispensable, en fait. Et ça, je l'ai compris. Alors, indispensable, je vais expliquer pourquoi, pour 2 raisons. Et ça, on peut le comprendre que quand on comprend comment vivent les très riches et ce que la domesticité leur permet de faire. C'est pour ça que c'est un sujet qui concerne tout le monde, finalement. Parce que la domesticité, finalement, est ce qui permet, d'une certaine manière, la richesse. Et donc, j'explique pourquoi. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles on a des domestiques quand on est très riche. La première raison, c'est une raison de distinction sociale. L'historien Torstoy Veblen en parlait déjà quand il parlait des aristocrates au XIXe siècle qui exhibaient leurs domestiques en les vêtissant de très beaux costumes. Et d'ailleurs, ils assortaient les costumes des domestiques aux robes que leurs chevaux portaient. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est un peu rigolo quand il explique ça. Mais c'est un objet d'exhibition, de consommation ostentatoire. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a 4 Lamborghini, on a des domestiques. Les domestiques peuvent être du coup vus, considérés au sens de la sociologie économique comme une sorte de bien de consommation qu'on exhibe. D'ailleurs, j'avais fait un petit travail d'archives lors de mes recherches où j'avais eu accès à des archives de comptes rendus, de réunions de vie qui se déroulaient dans les années 50 dans des milieux bourgeois catholiques. Et en fait, dans ces réunions de vie, des femmes aristocrates et de la bonne bourgeoisie se retrouvaient pour discuter de leurs domestiques et tenaient des registres aussi, faisaient des registres de comptabilité de leurs biens, etc. Et dans la colonne biens, il y avait les domestiques. C'est intéressant, c'est que les domestiques, c'était dans les années 50, ça ne fait pas non plus, voilà. Mais en fait, voilà, donc c'est une forme de bien de consommation qui exhibe ta richesse, parce que plus tu as de domestiques, plus ça symbolise quand même que tu as de l'argent, parce qu'il faut quand même les payer. Sauf si on considère qu'on ne paye pas ces domestiques. Mais bon, moi, dans les terrains que j'ai faits, les domestiques sont payés, en fait. On ne parle pas de situations, alors ça existe, mais on ne parle pas là des situations d'esclavage où c'est des gens qui sont pas du tout payés, etc., etc. Donc du coup, on montre qu'on a des domestiques. Pareil, avoir un domestique homme, un domestique blanc, ça remet une pièce dans cette course à la distinction sociale. Parce que ça coûte plus cher. Parce qu'on paye mieux les domestiques hommes, on paye mieux les domestiques blancs que des domestiques femmes, que des domestiques issus de l'immigration, etc., etc. Donc, ça contribue de cette distinction sociale qui fait que chez les personnes que j'ai rencontrées qui venaient d'accéder à la richesse, c'est-à-dire qui n'avaient pas hérité de leur statut de millionnaire de leurs parents, mais qui s'étaient très rapidement enrichis par des métiers très rémunérateurs. Je sais pas, un métier un peu typique, c'est trader, par exemple. Quand on est trader dans des configurations particulièrement privilégiées, des entreprises très privilégiées, etc., on peut gagner 200 000 euros par mois, en fait. Donc, du coup, on en devient très vite millionnaire, multimillionnaire. Donc, chez les nouveaux riches, il y avait très vite cette injonction distinctive à avoir des domestiques.
Parce qu'en fait, ils achetaient donc des hôtels particuliers, par exemple, dans un très beau quartier, et ils se rendaient compte que tous leurs voisins avaient des domestiques. Donc, il y a une espèce d'un truc un peu... voilà, de la même manière que, je sais pas, quand on était enfant et qu'on voyait un copain qui avait des Nike, on se disait, moi aussi, il faut que j'ai des Nike. C'est la même chose. Voilà, il y a cette chose-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un besoin, que les très riches appellent besoin, et je pense qu'il faut prendre au sérieux ce besoin, qui est un besoin matériel. C'est-à-dire qu'en ayant des domestiques, les ultra-riches achètent du temps. Ils achètent du temps, et donc du coup, ils ont la maîtrise de leur temps. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Beaucoup plus que d'autres personnes qui n'auraient pas le choix que de prendre en charge elles-mêmes leurs tâches domestiques, la garde de leurs enfants, la surveillance de leurs parents âgés, etc. Qui fait que du coup, quand tu accumules toutes ces contraintes diverses, plus le travail, plus machin, ton temps est quand même plus contraint que quelqu'un qui pourrait déléguer une partie de ses tâches à d'autres personnes. Et les très riches sont tellement riches qu'en fait, ils peuvent tout déléguer à des gens. Et donc, ils peuvent, de par leur argent, se dire, en fait, moi, je préfère utiliser mon temps à travailler et donc à m'enrichir encore plus. Je peux libérer ce temps pour contribuer à l'entretien de mon capital social. Alors, ce qu'on appelle capital social en sociologue, c'est vos relations amicales, familiales, de business. En général, elles s'entremêlent dans les milieux de la richesse parce qu'on est amis avec ceux avec qui on fait du business. Et donc, en fait, il y a un intérêt à ce que souvent, on fasse des dîners d'affaires, etc. Sauf que pour aller à un dîner d'affaires le jeudi soir, si vous avez 3 enfants et une conjointe qui, par exemple, le jeudi soir, veut aussi aller à son dîner d'affaires ou veut aller avec une copine au resto, entretenir aussi son capital social ou se faire plaisir, faire des loisirs, qui garde vos enfants ? Le domestique ou la domestique. Donc, du coup, on peut acheter du temps pour s'enrichir encore plus, pour avoir un temps de loisir, un temps de repos. Voilà, ça paraît un peu anodin parce qu'on peut se dire, oui, les riches ont des domestiques, mais c'est pas que pour contribuer à s'enrichir. Oui, mais en même temps, se reposer, ça vous permet ensuite d'être plus efficace au travail. Donc, on peut quand même voir ça comme une manière d'assurer sa propre reproduction, d'assurer sa santé, d'assurer son bien-être. Santé, bien-être qui ensuite vous permet de contribuer à rayonner aussi. Enfin, voilà. Donc, tout est lié. Donc, les domestiques, ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous permettre de maîtriser votre temps. Donc, les riches que j'ai rencontrés, c'est vrai que le mot riche, ça veut tout et rien dire. On peut tous être le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un d'autre, d'une certaine manière. Donc, moi, les personnes que vraiment j'ai sélectionnées pour mon enquête, c'est des multimillionnaires. Donc, des gens qui sont multimillionnaires, voilà, voire milliardaires pour quelques-uns. Et donc, il y a ces personnes-là se divisent en 2 strates, on va dire. Alors, les multimillionnaires pourraient se diviser en plusieurs strates, mais moi, en tout cas, dans mon enquête, j'ai choisi de me concentrer sur 2 types de groupes sociaux parmi ces multimillionnaires. Les premiers, c'est des gens qui ont hérité de leur capital économique et qui sont issus de l'aristocratie française. Donc, qui sont aristocrates de père en fils, de mère en fille, de sang, comme ils disent, etc. Mais qui ne sont pas des aristocrates désargentés, comme il y a déjà eu des recherches dessus, mais qui sont des aristocrates qui demeurent très riches parce qu'ils ont beaucoup de patrimoine. D'ailleurs, on sait par les travaux de beaucoup d'économistes, dont Thomas Piketty, etc., que le patrimoine, c'est justement le type de capital économique qui est le plus central dans les inégalités de richesse. Que les inégalités de richesse sont liées aux revenus, mais beaucoup plus au patrimoine et à l'héritage. Voilà. C'est pour ça que se posent des questions sur est-ce qu'il faut aussi taxer l'héritage, empêcher l'héritage, etc. C'est parce que c'est le premier vecteur d'inégalité, au-delà du revenu. Donc, ces gens-là, ils ont un énorme héritage qui fait qu'ils sont nés multimillionnaires. Voilà. Ils ont aussi, en plus, de hauts revenus, parce que les personnes que j'ai rencontrées, ce ne sont pas que des rentiers. En fait, certaines sont rentières, mais la plupart, les 3/4, travaillent. Et ils font des métiers, en plus, très rémunérateurs. Et donc, ces gens qui ont hérité de leur richesse
ont en plus hérité de la domesticité. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans des familles où il y avait des domestiques à temps plein. Et donc, ils ont appris dès l'enfance à être servis. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en sociologie, on appelle ça une socialisation primaire, précoce, au fait d'être servis. Ils se sont socialisés. Ça veut dire qu'ils ont appris dès tout petits comment est-ce qu'on fait pour être servi, quels sont les codes de ce type de relation, etc. Et qu'ils ont eu l'habitude d'avoir dans leur maison des domestiques, ce qui n'est pas rien. Parce qu'avoir des gens chez soi qui circulent, qui vous servent, bon, pour quelqu'un qui n'aurait jamais eu de domestique, ça peut faire un peu bizarre. Mais pour ces gens-là, non, parce qu'en fait, ils ont grandi dans ça. En maternelle, il n'a pas de devoir à faire, mais Mélissa doit quand même le faire travailler. Je trouve que tu as très bien joué aujourd'hui. Je suis fière de toi. Et ensuite, l'autre fraction des multimillionnaires que j'ai rencontrés, c'est des gens qui n'ont pas hérité de leur capital économique, mais qui se sont enrichis par leurs revenus. Et donc, qui occupent aussi des métiers qui génèrent de très forts revenus. Trader, grands banquiers, avocats d'affaires, chirurgiens esthétiques qui détiennent plusieurs cliniques à travers le monde. Enfin, c'est pas le médecin en bas de la rue, généraliste. C'est vraiment des gens qui ont à leur actif plusieurs cliniques privées. Ça peut être des marchands d'art aussi, contemporains. Donc des gens qui, de par leur activité, se sont très très vite enrichis parce qu'ils font un métier qui génère des très hauts salaires mensuels. Mais alors attention, ces gens-là, ils ne sont pas partis de rien. Ce pas des gens qui sont nés chez les classes populaires, dans des HLM, etc. C'est des gens qui sont quand même issus de petites classes moyennes, qu'on appelle économiques, c'est-à-dire des classes moyennes qui avaient un petit peu quand même d'argent et dont les parents leur ont permis éventuellement de payer une école de commerce sans crédit, de leur acheter tout ce qu'ils voulaient, tout ce qui favorise justement la bonne conduite d'études et l'accès à un certain niveau de diplôme et donc à certains métiers de par un capital social qu'ils ont pu se créer aussi dans des grandes écoles, etc. Parce qu'on sait que l'intérêt des grandes écoles, c'est pas tant la qualité du diplôme que la qualité du capital social qu'on peut nouer dans ces grandes écoles, évidemment, surtout de commerce. Voilà. Donc voilà, c'est pas des gens qui sont partis de rien. Je pense que c'est important à dire parce que y a pas mal d'ailleurs en ce moment d'articles, d'ouvrages sociologiques, mais aussi d'articles et tout, de presse qui parlent de cette question des transfuges de classe, de gens finalement qui auraient connu une trajectoire d'ascension sociale fulgurante et qui auraient traversé les frontières de classe comme ça. Les transfuges de classe, c'est une minorité en fait qui invisibilise, c'est ce qu'on dit, la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, en général, les gens qui deviennent multimillionnaires, ils ne sont pas partis de très, très, très bas, en fait. Ils ont eu un terreau fertile qui leur a ensuite permis de devenir ce qu'ils sont. Je pense que c'est important à dire. On parle beaucoup, effectivement, de cette séparation des grandes écoles par rapport à tous ces parcours sont des parcours d'exception, mais de privilégiés la plupart du temps. Et donc, ces gens-là, en fait, eux, par contre, ils n'ont pas grandi avec des domestiques. Donc, en fait, c'était assez intéressant, voire rigolo parfois, de les voir apprendre, en fait, à se faire servir. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont des domestiques ? Donc, on a expliqué les deux raisons symboliques, on va dire, sociales et matérielles. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent de leurs domestiques au quotidien ? Alors, les domestiques, en fait, au quotidien, dorment chez leur patron. Ça, c'est une condition, en fait, au recrutement. Ils dorment chez eux ou alors juste à côté de chez eux, dans un studio payé par le patron. En général, ils sont logés, nourris, blanchis. Donc, ils dorment chez leur patron ou juste à côté et on leur demande d'être... Pourquoi est-ce qu'ils dorment chez eux ? C'est pour être disponible, en fait, tout le temps. Ça, c'est vraiment le point central de la domesticité à temps plein. C'est que quand monsieur ou madame a besoin de vos services, vous devez répondre présent. Vous devez répondre présent, mais sans non plus envahir l'espace aussi de ces gens-là. Et donc, il y a vraiment un jeu qui peut paraître un petit peu impossible à faire pour le domestique, qui est d'être à la fois toujours présent mais invisible.
Invisible, ça veut dire que dans la manière de vous déplacer, de parler, de prendre la parole, de vous mouvoir, vous devez être le plus discret possible. Vous n'avez pas le droit de parler en criant, de courir, de faire du bruit. Et sinon, vous êtes réprimandé par vos employeurs et on vous apprend très vite comment vous tenir. Mais en même temps, quand le patron veut tout de suite un jus d'orange, vous devez être là. Donc il ne faut pas être à l'autre bout de la villa si vous savez que monsieur est près de la cuisine, qu'il a un peu faim, que c'est l'heure en général où il réclame un peu à boire. Parce que c'est ça, être domestique, c'est connaître à perfection les habitudes de ses patrons. Et c'est d'ailleurs pour ça que les très riches veulent des gens qui les servent chez eux. C'est qu'ils veulent des gens qui anticipent leurs besoins et non pas seulement qui répondent à leurs besoins et désirs. Et donc, en fait, c'est hyper dur d'être domestique de ce point de vue de ce qu'on appelle la charge mentale. C'est un concept qu'on retrouve, dont on parle aussi beaucoup. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes. C'est cette idée d'avoir dans sa tête tout le temps des tâches à planifier, à exécuter, et non pas seulement de les exécuter, mais de les planifier, ce qui encombre énormément le cerveau. Et bien, les domestiques ont ça. Ils ont une charge mentale qui est énorme. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir tout de leur patron, de leur emploi du temps, de leurs petites habitudes, de ce qu'ils sont aussi, de comment est-ce qu'ils vont réagir à une situation. Et donc, ça nécessite quand même des qualités, en fait, que vont développer, des compétences professionnelles que vont développer les domestiques au fur et à mesure de leur expérience à travailler chez les très riches. Je sais pas, je peux donner quelques exemples. Si madame a une réunion et rentre à 23h, vous devez savoir si madame aura mangé ou pas, et vous devez connaître madame pour savoir si elle a envie de manger quand elle rentre du travail. Et donc, il y a des domestiques qui savent que leur patronne, quand elle rentre tard, souvent, soit elle n'a pas été au restaurant, soit elle n'a pas beaucoup mangé au restaurant parce qu'elle est au régime et qu'elle veut bien se tenir devant les hommes, etc., et montrer que c'est une femme qui contrôle son alimentation, etc. Je dis c'est des cas réels, on sait que c'est très genré, la manière dont on contrôle son alimentation, et donc là, on est dans des milieux quand même où les femmes sont sujettes à tout un tas d'oppressions sexuées, et notamment le contrôle de l'alimentation. Et donc, il y a beaucoup de femmes, c'est pour ça que je donne cet exemple, qui, une fois qu'elles rentrent de leur dîner d'affaires, ont encore faim, parce qu'elles se sont restreintes. Et donc, du coup, la domestique ou le domestique doit savoir si madame fait partie de ces femmes qui vont devoir manger en rentrant. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, ça veut dire que quand madame rentre, elle ne doit pas vous dire « j'ai faim, je veux ça ». Vous devez déjà avoir préparé ce repas, même s'il est 23h30. Si la patronne, finalement, pour X raison, rentre à 1h du matin, vous devez l'attendre. Voilà. Ce qui fait que, en fait, l'attente est aussi une grande part du travail des domestiques. À la fois, ils peuvent avoir des moments où ils sont complètement, on va dire, surexcités dans tous les sens, où ils courent sans courir, en se déplaçant très très vite, mais en transpirant dans tous les sens, parce qu'ils doivent faire plein de tâches, parce que ça s'agite dans la maison. Et en même temps, il y a des moments où ils attendent. En fait, ils attendent que les patrons rentrent, ils ne peuvent pas aller se coucher. C'est beaucoup le cas le soir, en fait, ou la nuit aussi. On attend que le patron, qui doit se réveiller très tôt pour prendre son jet et partir en voyage d'affaires, on affrète le jet, on prépare le petit-déj du patron, on lui prépare sa valise parce que les patrons ne préparent pas eux-mêmes leur valise, etc. Et puis après, on l'attend. Si le patron il a décidé de partir 1 heure après, parce que, je sais pas, il a envie de prendre plus de temps, ou il doit passer aux toilettes, et puis je sais pas quoi, on l'attend. Donc en fait, il y a une grande partie du rôle des domestiques qui est l'attente. Et en fait, paradoxalement, ils n'apprécient pas plus attendre que d'être surmenés physiquement. C'est quelque chose qui est terrible pour eux, d'attendre. Et d'ailleurs, il y a une fonction, quand on est domestique, qui s'appelle être meuble. Alors moi, la première fois qu'un domestique m'a dit « hier, j'étais meuble », je me disais « c'est quoi ça ? Être meuble, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et en fait, être meuble, c'est lorsque l'on fait office de meuble, en fait. C'est pas qu'un jeu de mots. On se met dans un coin de la pièce et on se tient droit, en silence, les yeux baissés. Et en général, dans cette même pièce, il y a les patrons qui boivent un thé avec des invités ou qui ont un dîner. Et en fait, on doit faire comme si on était invisible, comme si on n'entendait pas ce que disaient les patrons. Et donc, parfois, on peut assister à des scènes très confidentielles, secrètes, etc. Mais on doit faire comme si tout cela ne nous atteignait pas. Et par contre, on reste dans le coin de la pièce parce que si à un moment donné, on doit resservir du thé, resservir du vin ou surveiller
si les gens ont fini le plat et qu'il faut passer au fromage, etc., bah, on doit être dans la pièce pour attendre. Et ça, c'est ce que les domestiques appellent être meuble, eux-mêmes, voilà, dans leur langage à eux. Et en fait, ça génère une souffrance énorme. Parce qu'en fait, se tenir droit dans un coin de la pièce, en faisant semblant de ne pas exister pendant 4 ou 5 heures de dîner, c'est hyper long, quoi. C'est de l'ennui. Donc, il y a une forme d'ennui. Mais d'ennui où on doit être toujours là, en fait. Et il y a une autre fonction aussi, c'est par exemple chez... alors, c'est surtout quelque chose... Alors, être meuble, c'est beaucoup d'hommes qui font service, tout ça, des majordomes. Et il y a d'autres fonctions qui sont plus féminines, qui consistent par exemple à, la nuit, être au chevet, soit d'un patron ou des parents de patrons vieillissants, et donc de dormir dans leur chambre. Mais en fait, on ne dort pas parce que souvent, si un domestique dort dans la chambre d'une personne vieillissante, c'est que la personne est souvent malade la nuit, doit se lever beaucoup pour aller aux toilettes, pour avoir des verres d'eau, etc. Donc en fait, le domestique dort presque pas. Hein. C'est ce qui concerne d'ailleurs, parenthèse, les aides à domicile, hein, parfois qui, chez les classes moyennes, etc., voilà, vont s'occuper des personnes âgées. Ou alors s'occuper aussi de bébés la nuit, qui font pas leur nuit, parce qu'un bébé, ça dort pas la nuit, par définition, voilà, surtout dans les premiers mois. Et donc, en fait, il y a des domestiques qui sont, dans ces milieux-là, en fait, quand on accouche, les femmes qui accouchent, que j'ai rencontrées, qui ont eu des enfants, ne s'occupent pas la nuit de leur bébé. C'est les domestiques qui s'en occupent, pour que la femme puisse se reposer. Et donc, du coup, la domestique, la nounou qui doit s'occuper des bébés la nuit, c'est pas pour ça que le lendemain, elle a le droit de dormir toute la journée. Elle a le droit de se reposer un peu plus que les autres domestiques. Mais en fait, quand le bébé, ensuite, à 7 h du mat, réclame son biberon, je sais pas quoi, faut qu'elle soit levée, quoi. Elle va pas se dire, bon, ok, je vais aller dormir, quoi. Donc, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont aussi invisibles aux yeux des patrons. Ou du moins que les patrons essayent de ne pas voir, parce qu'il y a un jeu de dupes dans la domesticité où l'un et l'autre font comme si ils ne voyaient pas ce que font les uns et les autres. C'est-à-dire que les domestiques font comme si ils ne connaissaient pas les secrets de leur patron, alors qu'ils connaissent tout de leur patron. Les patrons font comme si ils pensaient que les domestiques ne connaissent pas leurs secrets, alors qu'ils savent que leurs domestiques connaissent tous leurs secrets. Et les patrons font comme si les domestiques travaillaient pas autant, ou en fait n'avaient pas besoin de dormir, enfin, ça serait beaucoup trop difficile en fait, de leur demander tant, dès lors en tant que patron ou de patronne, on se souciait du bien-être physique et émotionnel de son domestique. À partir de ce moment-là, on se rendrait compte qu'ils sont totalement épuisés. C'est une réalité, hein. L'épuisement au travail des domestiques, c'est une réalité. Mais c'est une réalité que ne voient pas ou ne veulent pas voir les patrons. C'est pas que ne veulent pas voir aussi, hein, c'est que parfois, quand on n'a jamais fait de tâches domestiques, on ne se rend pas compte, en fait, aussi, le temps que ça prend, l'énergie que ça prend, toute la charge mentale que ça suppose, etc. Et notamment, ça concerne beaucoup les hommes, patrons, qui, parce qu'ils sont hommes, ont aussi toujours été déchargés des tâches domestiques et de la charge mentale liée aux charges domestiques. Et donc, en fait, ils ne se rendent juste pas compte, ils ne savent pas ce que font leurs domestiques. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de patrons, parce que j'ai pris contact aussi auprès d'hommes, patrons et pas que de femmes. Et en fait, à chaque fois que je prenais contact, les patrons étaient ravis de me recevoir en entretien, mais très souvent, ils me disaient « Oh, je ne sais pas ce que font mes domestiques, moi, il faut demander à ma femme. » Et donc, en fait, la charge mentale des femmes vis-à-vis de leurs domestiques est considérable par rapport à leurs époux aussi. L'attitude des ultra-riches vis-à-vis des domestiques, c'est toujours un jeu entre distance, promiscuité, et entre faire du domestique un objet et d'un seul coup faire de lui un être humain, quoi. Voilà. Et ce jeu-là, en fait, il s'articule toujours dans les interactions au quotidien où le domestique n'existe pas vraiment en tant qu'être humain quand on ne veut pas voir le coût émotionnel, physique que demande telle ou telle tâche, quand on change son prénom aussi. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles tous les domestiques qui sont en poste ont des prénoms qui changent, un prénom de domestique. Et ça contribue justement à faire des domestiques des non-humains. Et donc, donner un autre prénom, c'est un peu comme donner une tenue de travail au domestique. C'est lui dire, en fait, toi, tu t'appelles, Mohamed,
tu vas rentrer chez moi, tu vas t'appeler Jean-Pierre, parce que déjà, on préfère que tu aies un prénom qui fasse français, ça c'est quelque chose qui est réel. Mohamed, bon, c'est un peu embêtant, voilà, de s'appeler Mohamed, ça fait musulman, tout ça, on n'a pas trop envie de musulmans chez nous. Tu vas t'appeler Jean-Pierre, et puis parce que tous les domestiques qui ont été chez nous jusqu'à présent à ce poste s'appelaient Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, eh bien, tu porteras un pantalon noir, voilà, pas de jean, on n'aime pas trop chez nous, bon, voilà. Dans plein d'univers professionnels, on vous fait porter finalement des tenues un petit peu différentes. Il y a aussi des univers professionnels où on vous appelle par des surnoms, où on vous... Bon, je pense pas que la domesticité soit le seul lieu où on vous appelle pas par votre prénom réel. Et d'ailleurs, cette volonté de changer de prénom, elle vient aussi des domestiques. Il y a des domestiques qui se présentent à leur patron sous un autre nom. Et ça, en fait, la sociologie qui s'est intéressée beaucoup aux personnes issues de l'immigration, eh ben, a montré que aussi il y a beaucoup d'immigrés qui volontairement, pour faire preuve de leur bonne intégration en France ou pour pouvoir aussi lutter contre certaines formes de discrimination, de racisme et de stigmates, changent volontairement leur prénom, alors même qu'il n'est pas écrit sur leur carte d'identité. Se présentent au travail préfèrent se faire appeler par un autre prénom, etc. Et donc moi, j'ai aussi rencontré des domestiques qui préfèrent changer le prénom. Et ça, sociologiquement, quand même, c'est très intéressant parce que ça nous dit que si on change son prénom, c'est que du point de vue du rapport social, il y a un truc qui peut se passer. Il y a de la discrimination qui peut se passer, il y a un rapport de domination qui peut se renverser aux yeux des ultra-riches, c'est-à-dire que si les ultra-riches finalement appellent Mohamed, peut-être qu'il va être trop... Enfin, voilà, ça va être conçu comme Mohamed qui n'est pas que le domestique, mais qui est aussi Mohamed, et donc qui va peut-être très vite être pris pour un ami, comme un membre de la famille à part entière, alors que on n'a pas envie de ça non plus. Même si les très riches disent souvent « nos domestiques font partie de la famille ». Mais c'est aussi une rhétorique parce que, d'un autre côté, on n'a pas non plus envie de concevoir la relation de domesticité que comme une relation de travail. Parce qu'elle se déroule au domicile et parce que ce travailleur-là connaît tout de nous. Donc c'est très douloureux de se dire qu'un étranger, complètement étranger connaît tout de nous. Donc on est quand même obligé en tant que patron de atténuer l'altérité. De se dire que ok, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment comme nous, qui est là pour être domestique, mais qui est quand même inclus dans notre famille. Parce que sinon, le fait de lui dévoiler tous nos secrets serait intolérable. On ne se dévoile pas à quelqu'un qui est complètement inconnu et pour lequel on n'a pas la connaissance. Donc c'est quelque chose qui est très ambivalent du coup dans la relation. Et donc il va y avoir des jeux comme ça où on va tantôt mettre à distance le domestique, tantôt le réintégrer dans la famille. Et alors c'est vrai que par exemple le fait de demander parfois des services qui peuvent nous sembler complètement fous, ça concourt de ce jeu finalement de mise à distance et de promiscuité qu'on fait avec les domestiques. Parce que demander à son domestique, je sais pas, comme je donne un exemple dans mon livre, et c'est celui-là que j'ai en tête, de nous faire cuire 2 œufs au plat et demi. Alors, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai imaginé très longtemps dans ma tête comment on pouvait faire cuire 2 œufs au plat et demi. Il y a une technique, en fait, c'est de faire cuire un petit peu l'œuf au plat, de bien le faire cuire, de sorte à ce que le jaune d'œuf soit dur. Vous savez, quand on fait un œuf au plat, là c'est très technique, hein. Quand on fait un œuf au plat, quand on le laisse cuire, et le jaune d'œuf commence à cuire finalement. Et le dessus du jaune d'œuf reste gluant. Bon, faut qu'il soit comme ça pour pouvoir ensuite couper le jaune d'œuf qui est en fait mi-cuit. Bon bref, très subtil. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie au point de vue sociologique ? Ok, on peut dire c'est un caprice, un délire. Les psychologues diraient c'est un délire mental. Bon, nous, on n'est pas du tout dans cette analyse. En fait, ce que ça nous dit, ou du moins pas que, sociologiquement, ce que ça nous dit, c'est que exiger à son domestique 2 œufs et demi au plat, c'est s'assurer que le domestique peut tout faire pour nous. Et donc, c'est le signe de l'exercice d'un énorme pouvoir. Dès lors que quelqu'un peut en être amené à vous faire quelque chose comme ça, ça montre que vous exercez un pouvoir en fait considérable. Or, dans ces milieux-là très fortunés, la richesse confère ce droit
Parce que même si vous allez au Shangri-La, je suis pas sûre que le concierge là-bas, il vous fasse, ou le cuisinier, 2,5 au plat, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, les domestiques, c'est un service encore plus personnalisé que l'hôtel. Et ce qui vous donne le droit à cette personnalisation, c'est que vous les payez bien. Et d'ailleurs, il y a plein de domestiques qui rigolent de ce genre de demande. Il y en a plein d'autres, hein, j'en cite dans mon livre. Faire un feu d'artifice au patron tous les soirs. Bon, ça, c'est des choses qu'on a vues. Les domestiques en rigolent et en même temps, ils en sont fiers. Parce qu'ils disent, en fait, j'en suis venu, monsieur et madame m'estiment tellement et je suis tellement bon dans mon métier qu'on me fait confiance pour donner, pour procurer un service, pour répondre à un désir, aux désirs les plus fous. Et en fait, les domestiques sont très fiers de faire ça parce que ça les valorise. En fait, de travailler aussi pour des gens extrêmement riches et d'être capable de répondre à tous ces désirs. En dernière minute, parfois aussi. Voilà, d'avoir des compétences comme ça. Et donc là, les domestiques n'ont plus l'impression d'être des objets. Ils ont vraiment l'impression d'être des personnes douées de compétences. Et c'est ce qu'ils sont, d'ailleurs, parce qu'ils en développent tout un tas de compétences pour faire ce service ultra personnalisé. Et là, les employeurs, en général, leur rendent l'appareil par le salaire, en leur faisant aussi tout un tas de cadeaux et en les remerciant, en les complimentant. Parce que, bon, les employeurs complimentent très souvent leurs domestiques. Ils les disputent aussi, ils leur crient dessus, mais, pas tous, hein, mais certains, mais ils les complimentent. Et en fait, comme tout travailleur, finalement, quand on a des compliments, on est content et on est satisfait au travail. Alors, la place de la race, en fait, dans ces rapports de domesticité. Race comme construction sociale, comme je l'ai expliqué, bien sûr. Hein. Elle est centrale, en fait, dans les rapports de domesticité que j'ai observés chez les ultra-riches, mais pas que chez les ultra-riches. Hein, dans la domesticité à travers le monde, tous les collègues sociologues qui ont fait des enquêtes sur les différentes formes de domesticité qui se déploient à travers les pays du monde, que ce soit à temps plein, temps partiel, pour les riches ou pour les moins riches, montrent que la question raciale est prépondérante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un univers professionnel où on ne recrute pas vraiment sur CV. Et en fait, on objective des compétences par ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est-à-dire votre identité, votre corps, et ce qu'on appelle en sociologie essentialisé. C'est-à-dire que les très riches et les employeurs de domestiques vont estimer que, certaines populations, certaines personnes seront plus douées que d'autres pour faire telle ou telle chose parce que c'est inné, parce qu'elles sont une femme ou un homme, parce qu'elles sont noires ou blanches ou arabes, entre guillemets, parce qu'elles sont nées, je ne sais pas dans quel pays, etc., etc., etc. Et donc, en fait, à partir du moment où on ne peut pas objectiver vos compétences de domestique par des diplômes, on cherche à l'objectiver par d'autres manières. Et c'est là où on les objective, notamment par la race. C'est-à-dire que quand on recrute des domestiques, l'un des premiers critères de l'embauche, c'est sa nationalité ou son origine, réelle ou supposée. Origine qui est imaginée aussi par les patrons, de par la couleur de peau, de par l'accent, etc. Plein de patrons qui me disaient « Ah oui, ma domestique, elle est marocaine », alors que la domestique en question, en fait, elle est française. Et elle a ses parents nés au Maroc, ce qui est un peu différent. Mais bon, voilà. Donc, il y a cette idée-là. Pareil, des patrons qui disent « Ah oui, qu'on dit à des domestiques, vous êtes africaine, alors que la domestique est guadeloupéenne. » Donc, voilà, bon. Donc, il y a, voilà, comme ça, une forme de recherche de ce que la race est comme compétence. Et donc, les patrons vont toujours dire en entretien « Moi, je ne suis pas raciste ». C'est le discours qu'on a souvent. La preuve, tous mes domestiques sont étrangers. Mais c'est hyper intéressant parce que on pourrait dire que la domesticité est un marché du travail où s'exerce une forme de discrimination positive pour les personnes issues de l'immigration, personnes qui, dans les autres secteurs d'emploi, ne pourraient pas accéder parce qu'il y a tout un tas alors là, de données statistiques, de grandes enquêtes nationales, de travaux sociologiques qui montrent à quel point les personnes originaires de l'immigration, dites étrangères ou qui ne sont pas blanches, etc., ont des obstacles à l'emploi, à l'accès au marché du travail
qui sont uniquement liées à cette couleur de peau, à cette origine nationale, etc. etc. Ça, c'est un résultat très connu. Voilà, quand on est noir ou blanc, on n'a pas les mêmes chances d'accéder au même type d'emploi. En France, ça, c'est une donnée qui est malheureusement... qui est donnée et qui n'évolue pas, justement. Et donc, dans l'univers de la domesticité, c'est le contraire. Parce qu'en fait, si on est noir, si on est arabe, si on est asiatique, on va être recruté. Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est un marché du travail qui est ouvert aux personnes étrangères, c'est super bien. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est recruté pour des raisons qui sont racistes. Si on est recruté parce qu'on est noir, c'est parce que l'employeur va estimer que les noirs, de façon innée, biologique, savent faire certaines choses. Par contre, si on veut recruter plutôt une personne philippine, c'est parce que, on va estimer que les personnes philippines et donc par extension asiatiques, parce que pareil, dans la tête des employeurs, il y a un mélange en fait, Philippines égale Asie, ont telle ou telle compétence que n'ont pas les noirs. Et donc, en fait, les employeurs vont faire leur marché de façon, en objectivant des qualités par rapport à la race, la construction sociale de la race des domestiques. Et donc, typiquement, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de femmes noires qui sont nounous, parce qu'il y a cette idée que les femmes noires sont naturellement prédisposées à la maternité. Et ça réitère tout un stéréotype néocolonial. Il y a cette idée que la femme noire, naturellement, en Afrique, est prédisposée à avoir 15 enfants, à allaiter plein d'enfants, à être une bonne mère, et être chaleureuse, etc. Tout un tas de clichés sur les femmes noires qui sont à l'œuvre, en fait, dans ce marché de la domesticité. Mais encore une fois, qui ne sont pas que des clichés des ultra-riches, qui sont malheureusement des clichés très diffus dans la société française. Un autre sociologue, Nicolas Jaunin, a travaillé sur le marché du travail dans le secteur du BTP, du bâtiment, qui est un secteur d'emploi où travaillent beaucoup d'immigrés. Et il montre que dans le BTP, les chefs de chantier ou les boîtes d'intérim qui recrutent les gars pour qu'ils aillent travailler sur le BTP font exactement le même tri racial, sur le même type de cliché. Alors, ce n'est pas des femmes, c'est des hommes, mais il va y avoir cette idée, par exemple, pour les hommes noirs, qu'ils vont être costauds, forts, les hommes noirs, grande musculature, cette idée... extrêmement biologisante du corps de l'homme noir qui serait naturellement fort. Et donc, on met les hommes noirs sur les chantiers du BTP aux tâches les plus dures physiquement. Donc, pour dire que c'est des clichés racistes qui sont transversaux à plein de marchés du travail et de façon générale qui imprègnent les mentalités. Et d'ailleurs, si on va ailleurs qu'en France, les clichés raciaux, l'essentialisation raciale des qualités sera différente. Elle sera différente parce que nous, en France, il y a certains types d'essentialisation raciale parce que c'est une population majoritaire blanche qui va avoir un stéréotype qui vont émaner aussi de notre histoire coloniale et donc qui vont particulièrement toucher aussi les Noirs et les Arabes. Parce qu'il y a une histoire aussi. Alors que ces populations-là ne vont pas être sujettes aux mêmes clichés dans d'autres pays occidentaux ou dans d'autres pays dits du Sud où il y a aussi de la domesticité. Mais par exemple, sur le continent africain, on sait qu'il y a plein de domesticité. Mais donc, la racialisation des domestiques, elle va se faire entre populations noires, de régions différentes, d'ethnies différentes, etc. etc. Bon, donc, ce n'est pas qu'une histoire de blanc, de noir, etc. Mais en tout cas, en France, ça se construit comme ça. Et donc, les domestiques vont performer. Judith Butler disait « les femmes performent leur genre », c'est-à-dire qu'en fait, elles se mettent elles-mêmes dans les clichés de femmes que la société veut qu'elles soient de façon stratégique, parfois, les domestiques vont faire pareil. Ils vont performer leur race, on peut dire. C'est-à-dire qu'on a des domestiques qui vont très bien savoir qu'ils vont être recrutés parce qu'ils sont arabes et parce que leur employeur estime qu'il y a certaines compétences que n'ont que les arabes. Et donc, ils vont mettre en scène ces compétences-là. Par contre, et donc, j'évoque dans le livre ce cas de mon collègue Rachid, dont j'ai changé le nom, avec qui donc, j'ai travaillé dans une des familles, voilà. Et alors, Rachid, il prenait ça avec beaucoup d'humour, etc. Et il me disait d'ailleurs, pour moi, mon métier, c'est comme si j'étais une star, un comédien, en fait, tous les jours sur scène. Je surjoue qui je suis.
Je fais comme si j'aimais écouter du rail. Voilà, il s'avère qu'il savait quand même bien cuisiner, donc il se mettait à cuisiner des couscous, etc. Alors que lui-même, il me disait, le couscous, moi, je m'en fous, le rail, j'aime pas. Parfois, il prenait l'accent, en fait, hein, alors que, il n'avait pas d'accent. Et en fait, il donnait à voir la part d'exotisme que les patrons veulent voir. Par contre, il y a une autre part d'exotisme que les patrons ne veulent pas. Du genre, Rachid, il est musulman, quoi. Sauf qu'en fait, ça, fallait pas trop le dire. Ou, du moins, même si les patrons le savent, fallait pas le montrer. Parce que les patrons veulent des Arabes, mais pas des musulmans. Sauf que, en France, il y a quand même beaucoup d'Arabes qui sont musulmans. Et donc, en fait, moi, j'ai rencontré beaucoup de domestiques qui faisaient tout pour cacher le fait qu'elles étaient religieuses, qu'elles croyaient, alors, croyer en Dieu, c'est pas vraiment un tort, parce qu'il y a beaucoup de familles chez qui elles travaillent qui sont catholiques, croyantes, etc., mais qui ne portaient pas le voile, évidemment, et qui faisaient comme si elles mangeaient du porc. Ça, c'est quelque chose qui m'avait assez frappée, où il y a une scène que j'ai racontée dans plusieurs endroits, mais il y a un midi, j'étais en entretien avec plusieurs domestiques, et on était dans la cuisine, en fait, et on était en train de manger, de commencer à manger. Et l'une des domestiques, qui est la cuisinière, en général, les cuisinières dans l'équipe de domestiques fait à manger pour tous les domestiques le midi. Et elle avait fait des pâtes à la carbonara. Et elle n'avait pas trouvé de jambon, de dinde ou de poulet halal. Et donc, elle avait dit à une des domestiques qui était musulmane, je suis vraiment désolée, mais en fait, j'ai fait une carbonara de porc. Si tu veux, il y a de la crème fraîche, sans rien. Si tu veux, il y a ça et ça dans le frigo, etc. Et au moment où on se met à table et on se sert les pâtes et la carbonara, il y a l'employeuse qui passe. Les patrons vont rarement dans les cuisines, mais là, elle passait pour demander un truc à un domestique. Et là, on a tous assisté à cette scène où la domestique musulmane en question, c'était une lingère, elle occupait le rôle de lingère dans la maison, s'est pris une grosse louche de carbonara, qui était donc dans un bol à côté des pâtes, et on a couvert son assiette. Parce qu'en fait, elle voulait que sa patronne pense qu'elle mange du porc. Alors qu'elle n'aurait rien fait. Je ne sais pas si la patronne s'occupait de nos assiettes. Mais elle a eu un espèce de réflexe. Et alors tout le monde l'a regardé comme ça, parce que personne n'a rien dit, parce que tout le monde a compris. Mais cette femme-là voulait absolument montrer qu'elle n'était pas musulmane, parce que dans cette famille, typiquement, il y avait souvent énormément de discussions entre patrons islamophobes, en fait. Et il y avait eu, une semaine avant, le patron qui avait raconté que dans l'une de ses boîtes, un manager lui avait raconté qu'il y avait une femme qui s'était présentée avec le voile à l'entretien d'embauche et que c'était un pur scandale, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de la part d'exotisme qu'il faut cacher. Ouais, il y a un cas, alors un peu extrême, du coup, que j'ai rencontré sur le terrain, qui est celui d'un homme, d'ailleurs, qui a témoigné dans Les Pieds sur Terre, je ne sais plus quand, l'année dernière, de façon anonyme, qui a été obligé de se travestir en femme. Il avait à la base été recruté pour être jardinier, intendant, etc., dans une équipe où il y avait d'autres domestiques femmes. Et sa patronne, progressivement, l'a obligé à porter une robe, à mettre des faux seins, à porter une perruque, à l'appeler par elle, par le pronom féminin, etc., etc. Et cette personne que j'ai rencontrée énormément, avec qui j'ai toujours contact, etc., que j'ai rencontrée chez elle, qui a une autre vie aujourd'hui, explique très bien, d'ailleurs, les mécanismes du consentement. On parle aussi aujourd'hui beaucoup du consentement. Souvent, quand je raconte cette histoire, les gens ont du mal à comprendre pourquoi il a accepté, etc. Mais c'est justement ça, l'aspect compliqué dans le consentement, c'est qu'on ne consent pas, justement. On accepte, on dit rien, mais parce qu'en fait, cet homme-là était très jeune à l'époque, il avait besoin d'argent. En fait, il avait plutôt un bon salaire. Il voulait pas quitter ce poste. Et puis, quand on est justement dans cet univers un peu clos, qui est la maison entourée d'autres domestiques femmes qui vous disent « Bon, allez, c'est pas grave, c'est un peu comme si, encore une fois, tu étais au théâtre, tu mettais un déguisement. » on en vient à accepter, en fait. Il y a des formes d'explication
qu'on peut avoir, sociologiques à ça. J'avais remarqué que beaucoup de patronnes avaient été avaient un sentiment de malaise vis-à-vis du fait de diriger des autres hommes. Parce qu'il faut savoir que chez les très riches, celles qui dirigent les domestiques, c'est les femmes. C'est jamais leurs époux. C'est les femmes qui sont chargées de recruter les domestiques, de les licencier, de les disputer, de leur donner des ordres, de résoudre les conflits qu'il peut y avoir entre les domestiques, de faire ce que certaines sociologues féministes ont appelé le travail émotionnel aussi, auprès des domestiques, et relationnel. Et donc du coup, dans ces univers-là aussi, les femmes, même si là, on a affaire à des femmes qui travaillent, qui gagnent de l'argent, etc., il y a quand même des rôles extrêmement sexués dans ces univers de la richesse qui restent très traditionnels. Au sens où, même si les femmes dirigent les domestiques, par contre, les hommes restent les patriarches. L'héritage se transmet avant tout aux garçons. Hein, ça, il faut lire Céline Bessières, Sybille Golac, qui ont beaucoup travaillé sur la question de l'héritage et qui montrent que les femmes se font toujours léser dans l'héritage, qui est quelque chose de très masculin. Bref. Dans nos enquêtes dans les familles, on a constaté que les fils et les filles n'héritaient pas de la même chose. Et que notamment les fils héritaient des biens symboliquement et économiquement les plus importants. Alors là, il est très important d'introduire les classes sociales. Parce que bien sûr, dans tous ces enjeux de patrimoine, ça n'a rien à voir si vous êtes la famille Bezos ou Arnaud, ou si vous êtes un ouvrier qui a un tout petit patrimoine. Donc, c'est des univers extrêmement où la division sexuée des tâches et des rôles et de ce qu'on est assurée. Ce n'est pas des univers très progressistes d'un point de vue du genre. D'ailleurs, c'est dans ces milieux-là que on s'est aussi offusqué de la soi-disant théorie du genre, des sciences sociales, voilà, des milieux qui sont quand même aussi beaucoup homophobes, voilà, ou qui n'acceptent, enfin, qui ne comprennent pas pourquoi on voudrait faire un changement de genre. Bon, bref, c'est des questions qu'on n'aime pas. Et donc, les femmes doivent être de bonnes ménagères, de bonnes épouses, bref, et les hommes, des hommes qui ramènent l'argent aussi, etc. Et donc, les femmes qui ont été éduquées dans ce rôle de femme ont appris, pour les femmes aristocrates, à diriger un peu les domestiques, mais elles sont moins à l'aise quand c'est des hommes. Parce que, eh bien, le rapport de domination, hein, on le sait par tous les travaux de sociologie, on parle de domination masculine. Hein, les hommes, hein, dans leurs relations quotidiennes aux femmes, ont souvent le pouvoir sur plein de sphères de la vie. Et donc, là, il s'agit de diriger d'autres hommes. Et donc, eh ben, beaucoup de patronnes imaginent ou se font croire que leurs domestiques sont homosexuels. Et alors ça, c'était quelque chose, à un moment, qui m'a un peu intriguée sur le terrain, parce que toutes les femmes que je rencontrais me disaient « Ah oui, monsieur machin ou machin, ah bah lui, il est homo ». À chaque fois, tous les hommes domestiques étaient homosexuels. Je me suis dit, il y a un problème quand même là. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça aurait pu être le cas, parce qu'il y a des terrains d'enquête passionnants qui ont été faits, notamment par mon collègue Thibaut Menou, qui a enquêté sur les concierges de l'hôtellerie de luxe, qui a montré que l'hôtellerie de luxe était considérée par les personnes qui se disaient homosexuelles comme un univers professionnel accueillant pour les homosexuels, comme pourraient l'être d'autres types de professions. On sait qu'il y a des professions dans lesquelles les homosexuels se sentent plus acceptés vis-à-vis de ce qu'ils sont, vis-à-vis de leur orientation sexuelle aussi, parce qu'il y a plus d'homosexuels qui travaillent dans ce secteur-là. Bon, enfin, c'est un effet boule de neige, c'est parce qu'il y en a plus que du coup ils y vont plus, bon bref. Et donc je me dis, ça se trouve, c'est ça, la domesticité. C'est un peu comme avait décrit Thibaut Menou. Et en fait, non. Parce que du coup, quand j'allais voir les domestiques, souvent on en était amené à parler de leur orientation sexuelle, quand les entretiens, quand on atteignait un certain degré de confiance, etc. Et en fait, bon, il n'y avait pas une surreprésentation des homosexuels parmi les domestiques. Donc je me dis, c'est un peu étrange, cette chose-là. Et en fait, c'est des domestiques aussi qui m'ont invité à comprendre, qui m'ont expliqué aussi que les patrons aimaient bien penser qu'en fait, ils étaient homosexuels ou que les femmes domestiques n'étaient pas intéressées par une relation conjugale. Parce que les patrons, déjà, ne veulent pas que leurs domestiques aient une sexualité, pour pas perturber le collectif de travail, pour pas qu'ils aient autre chose à faire que de les servir, mais aussi parce que, pour ces femmes-là, c'est plus tolérable, on a moins un renversement de la logique de domination de genre si on dirige un homme homosexuel qui n'est pas du coup vraiment un homme, mais qui est plutôt associé à une femme.
Donc, on peut analyser le fait de travestir un domestique en femme comme le cas limite de l'expression de cette peur de renverser l'ordre de genre et que les femmes riches prennent le pouvoir vis-à-vis de la domination masculine en la renversant. Bon, c'est une manière dont on peut analyser ça. Ensuite, le travestissement et tout ce que, cette personne subissait, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait des châtiments, il portait des couches parce qu'il n'avait pas le droit d'aller aux toilettes, pour soi-disant ne pas perdre du temps dans son service. On lui mixait sa nourriture quand il était puni, etc. Donc là, on relève de l'ordre de l'exploitation aussi. Hein. Et donc, tout ça aussi, c'est difficile. C'est là où je dis la sociologie, comment on interprète ces cas aussi un peu terribles et extrêmes d'asservissement, en fait, du corps et de violence, en fait, sur le corps. Un autre facteur, c'est aussi que dans des univers aussi où se concentre la richesse et le sentiment que du coup on peut exercer n'importe quel pouvoir, le pouvoir s'exerce de manière aussi violente et sans barrière aussi d'une certaine manière, d'autant plus quand c'est dans le lieu de l'intimité, qui est un lieu invisible. Hein. On l'a vu avec des histoires de... dans le monde du cinéma, dans l'univers politique, d'hommes qui, aujourd'hui on commence à le savoir, ont exercé beaucoup d'harcèlement sexuel, etc. C'était tous des hommes de pouvoir. Donc est-ce que le pouvoir confère tous les pouvoirs ? Sans doute aussi. Ou ce sentiment qu'on ne pourra peut-être jamais être pris la main dans le sac, parce qu'on a l'impression d'être très protégé par, c'est vrai, des gens qui nous entourent et qui eux-mêmes ont des pouvoirs susceptibles de nous protéger, notamment devant la justice. Et puis, dernier élément, ce domicile, qui est, comme le disait l'anthropologue Dorothée Ducy, le berceau des dominations. Anthropologue passionnante que je vous conseille, qui a travaillé sur l'inceste. Les cas de violence aussi extrêmes qu'on rencontre dans la société, c'est pas dans la rue, c'est dans la famille, c'est dans les relations familiales. L'inceste, les violences conjugales, les enfants battus, etc. Parce que c'est le lieu où on est tous ensemble, où du coup on est les uns sur les autres d'une certaine manière, où les relations sont justement en prise d'affect, qui peuvent nous pousser à bout aussi. Et puis c'est un lieu invisible, encore une fois, où on ne voit pas la violence. Dans mes entretiens, j'ai eu quelques patronnes qui m'ont confié parfois des cauchemars. Comme quoi... alors, ils sont divers, ces cauchemars. Alors, il y a une patronne qui, un matin, se lève et dit à tous ses domestiques « J'ai rêvé que vous étiez tous en train de m'étouffer, de m'étrangler. » Et ça a fait rire beaucoup de domestiques, mais pas elle. Enfin, voilà, j'ai assisté à cette scène. Bon. Après, il y a aussi des patronnes en entretien qui m'ont confié des cauchemars du type j'ai rêvé que mes domestiques étaient tous partis et que du coup, je devais moi-même faire les tâches domestiques et emmener mes enfants à l'école. Et qu'en fait, elles se rendaient compte qu'elles ne savaient pas où était l'école de leurs enfants. Ça, c'est un cas réel, notamment un cas. Et qu'elle en avait honte. Qu'elle en avait honte parce que, voilà. Il y a des patronnes qui m'ont dit qu'elles rêvaient que les domestiques leur avaient volé tous leurs bijoux. Enfin, voilà. Donc, en fait, ces rêves, sans aller... Alors, les psychanalystes auraient des choses à dire sur le rêve. Moi, je suis très nulle là-dessus, j'ai rien à dire sur la psychologie du rêve. Par contre, sociologiquement, c'est très intéressant. Parce qu'il y a tout un tas de films, de séries, de romans qui parlent de la question de la révolte des domestiques contre les patrons. Que ce soit une révolte par le vol, une révolte par on tue le patron. Parasite, Palme d'Or au Festival de Cannes il y a plusieurs années, désolé je spoil, mais à la fin, les domestiques tuent les patrons. Chanson douce de Leila Slimani, la nounou, qui est l'héroïne du livre, tue les gamins des domestiques, de ses patrons. Désolée, là, du coup, vous pouvez quand même les lire, c'est super génial. Les Bonnes de Jean Genet, un meurtre de domestique commis, réel d'ailleurs, qui avait à l'époque défrayé la chronique, etc. Un film que j'aime bien citer, parce qu'il est moins connu, Madame d'Amanda Sters, qui est paru en 2019, il me semble, je crois, qui met en scène
une domestique qui est invitée à la table des maîtres parce qu'il manque un convive et à qui la patronne demande de jouer le rôle d'une aristocrate et qui va se prendre au jeu et du coup qui va susciter la jalousie de sa patronne. Bon, des exemples, il y en a plein dans la littérature. Alors, c'est de la fiction. Mais parfois, la sociologie peut justement apporter des choses à ce regard de fiction pour dire si finalement il y a une part aussi de réalité sociale qui s'exprime là-dedans. Et cette part, elle est réelle. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas rencontré de domestiques qui avaient zigouillé leur patron. Les patrons, en dehors de leurs rêves, n'ont pas vraiment peur que leurs domestiques les tuent. Par contre, ils ont très souvent peur que les domestiques les volent. Il y en a d'ailleurs qui ont déjà eu des vols chez eux de domestiques. Voilà, je me souviendrai toujours cet entretien avec un patron qui m'expliquait qu'il avait un de ses majordomes qui était parti en pleine nuit avec l'une de ses Lamborghini parce que c'était le seul à avoir la clé du garage et monsieur faisait collection des Lamborghini. Bon, c'est assez drôle. Il n'avait pas engagé de poursuite parce que c'était une Lamborghini, quoi. Donc bon, voilà, pour lui, c'était pas très grave. En plus, il n'employait pas vraiment le domestique complètement déclaré. Donc, bon, valait mieux pas qu'il porte plainte. Bon. Donc, il y a la peur du vol. D'ailleurs, il y a les caméras qui servent à ça. Il y a chez beaucoup de très riches, notamment nouveaux riches, on met des caméras. Pour justement... alors, on les regarde pas vraiment, en fait. C'est ça, c'est plutôt une arme de dissuasion. Voilà, pour les domestiques. Bon. Donc, il y a la peur du vol, mais qui existe. C'est des domestiques qui volent. Cette peur finalement du vol ou dans les rêves qu'on soit égorgé, c'est la peur de la révolte de classe, de la revanche de classe. C'est la peur que les domestiques finalement renversent la domination. Mais là où il faut quand même remettre les choses à plat, c'est que dans les entretiens que j'ai faits, etc., en fait, les patrons cette peur, elle est peut-être un peu inconsciente, mais elle n'est pas vraiment, elle les envahit pas au quotidien parce que les patrons savent très bien qu'ils ont plus de pouvoir quand même que les domestiques. Que si un domestique en venait à faire je sais pas, un acte terrible ou à voler, etc., ils pourraient quand même porter plainte d'une certaine manière, ou alors ils ont largement assez d'argent pour se racheter l'objet volé, etc. Donc finalement, il n'y a pas vraiment la peur de ne pas en sortir gagnant de la révolte des domestiques. Bon, ça c'est intéressant. Et du côté des domestiques, c'est aussi intéressant parce qu'il y a encore une fois, il y a des attitudes assez ambivalentes. C'est qu'à la fois, on va avoir... Alors, il n'y a pas il y a très peu de syndicats, en fait, qui arrivent à capter la main-d'œuvre des domestiques en France, etc. Les domestiques que moi j'ai rencontrés ne sont pas syndiqués. Ils ne sont pas syndiqués aussi parce que c'est des gens qui ne sont pas politisés, parce qu'il n'y a pas vraiment de syndicat qui s'est ouvert à eux, et parce qu'il y a cette idée que se syndiquer, c'est être contre le patron. Et donc, on ne veut pas être contre le patron, on veut lui être loyal, on veut lui être dévoué, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles le patron nous fait confiance. C'est qu'on va être loyal. Et ça, c'est pas... Là où c'est intéressant, c'est que je pense que ça serait faux en tant que sociologue, et c'est émettre un jugement... que de penser que les domestiques font ça uniquement, ne se syndiquent pas ou ne se révoltent pas juste parce qu'ils sont soumis au patron. C'est parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de domestiques qui disent apprécier leurs conditions de travail et malgré aussi les pénibilités physiques, psychiques qu'ils peuvent rencontrer, veulent continuer à travailler dans la domesticité pendant plusieurs années, un peu souffrir, mais pour gagner un petit peu d'argent, pour ensuite peut-être en sortir et faire autre chose. Mais du coup, ils y trouvent leur compte. Et alors, ça c'est intéressant et je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut analyser dans d'autres univers professionnels où on peut avoir des contextes où les travailleurs ont des conditions de travail qui sont à la fois très bonnes en termes de salaire, etc., à la fois très dures en termes émotionnels, physiques, etc., mais qui finalement arrivent à trouver leur compte. Et donc, quand on arrive quand même à faire sa place et à trouver des avantages, on ne va pas vouloir se révolter, on ne va pas vouloir se syndiquer. Hein. Avec un collègue, on avait écrit d'ailleurs, avec des collègues, là, on a écrit un papier qui va bientôt paraître sur le secteur sur les femmes de ménage, donc qui travaillent chez les classes moyennes, etc., donc qui ne gagnent pas du tout les salaires des domestiques, etc., qui pour le coup, elles, ont des réelles conditions de travail qui, de tous les points de vue, sont extrêmement dégradées, même du point de vue du salaire, etc., mais qui en fait sont des femmes qui sont issues de milieux populaires, qui ont toujours connu des conditions de vie et de travail très compliquées, et qui finalement trouvent que travailler comme femme de ménage, c'est un moindre mal et trouvent leur compte.
Et donc, paradoxalement, cette satisfaction de sa situation, aussi pauvre qu'elle soit, est un obstacle à la revanche sociale et à la revendication collective de meilleures conditions de travail. Bon, voilà. Alors même que objectivement, on peut quand même dire que c'est des conditions de travail très dégradées quand on est femme de ménage, qu'on a 15 employeurs et qu'on touche 500 € par mois à la fin du mois, quoi. Enfin, bon. Pour des domestiques qui peut-être auraient moins cette vision, on va dire, plutôt stratégique de leur carrière ou de leur métier, il y a la peur aussi. Il y a la peur de se dire, en même temps, si je porte plainte contre mon patron, comment je fais déjà? On ne sait pas porter plainte. Surtout pour les domestiques issus de l'immigration qui ne connaissent pas du tout le système juridique français, qui ne connaissent même pas leurs droits aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça. On a peur de porter plainte, on ne sait pas comment faire. On a peur que le patron forcément gagne. On a peur que le patron nous menace suite au fait d'avoir porté plainte. Et donc, du coup, on ne le fait pas. Du coup, voilà. Néanmoins, ce n'est pas les domestiques issus des milieux les plus populaires et qui seraient les plus vulnérables sur le marché du travail parce qu'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils ont peut-être des enfants à charge par ailleurs, etc., sont pas non plus... Il ne faut pas avoir une vision misérabiliste de ces personnes-là, c'est important parce qu'ils résistent aussi parfois au quotidien. Et moi, j'avais assisté à plusieurs scènes où, quand je faisais des entretiens... j'étais invitée par des domestiques à aller regarder la garde-robe de madame et à essayer des robes de madame en son absence. Alors moi, j'étais hyper gênée, je détestais, mais des domestiques qui s'amusaient à essayer des robes, des chapeaux, des bijoux pendant que madame n'était pas là. Donc c'est une forme de subversion, finalement, de se déguiser en patronne en son absence. C'est des micro-résistances.